Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Chaque CPI est le plus important de ta vie, chaque indice des prix à la consommation américain est le plus important de ta vie. C'est malheureusement une forme de vérité, surtout en ce moment. Donc aujourd'hui on va faire les prévisions d'inflation pour le mois de mars, bien sûr, parce qu'on est le 1er avril. Le CPI sortira le 10 et si jamais on arrive à faire notre propre consensus avant le consensus, eh bien, on a 10 jours d'avance sur le marché. Le consensus, on aura plutôt 7, 6 ou 7 jours d'avance sur le marché. On a déjà les datas, donc en général, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois. On va également, bien sûr, comme d'habitude, aller faire l'analyse technique fondamentale et de sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3 avec aujourd'hui une jolie structure de retournement. Donc on va aller voir ça ensemble. Allez, intro. Alors on va commencer par l'inflation pour une fois, c'est-à-dire qu'on va pas commencer par la partie technique sur BTC, Bitcoin, etc. Globalement, ici, vous avez, d'abord regardons un peu la grosse photo, la trend, hein. Bien sûr une inflation qui est à la descente. Ce qu'on veut voir, c'est une accélération du momentum vers la descente pour prendre le dernier pourcent, hein. Vous savez que Powell veut aller finalement autour des 2%, c'est l'objectif ici, et que d'une certaine manière, on est descendu très fort au moment où bien sûr on a augmenté les taux. Et ici, on voit une petite augmentation du momentum qu'on veut voir continuer. Spoiler alert, je vous ai déjà mis les prévisions là ici de la fête de Cleveland qui ont plutôt bien fonctionné jusque-là, en tout cas ces derniers temps. Et on aurait 3% sur le core CPI, on aurait 2,5% en tout, et donc moins 0,5 bien évidemment sur ce qu'on va appeler l'inflation, comment dire, de tout ce qui est bouffe et énergie hein, en fait, hein, finalement. Diminution plus importante des prix sur bouffe et énergie. Il y a une forme de cohérence parce qu'en ce moment, on commence à réfléchir à une récession. Donc, du coup, c'est en train de se mettre dans les prix hein, au niveau du pétrole et autres. Et puis, 3% sur le core CPI, dans un contexte où les taux sont restés au même endroit, on pourrait dire que ça serait le meilleur core CPI, en tout cas depuis un bon moment. Hein, si jamais on avait 3%, depuis finalement mars 2021. Vous voyez qu'on a eu 3,1 la dernière fois. Donc ça serait une bonne chose, sachant que le core CPI est la composante sur laquelle Powell peut agir avec ses taux, puisque c'est la demande, et que ce que cherche à faire Powell, c'est ralentir la demande, bien évidemment, en ralentissant la liquidité disponible. Ici, du coup, vous le voyez, on a une potentielle augmentation du momentum de la baisse, qui pourrait assez rapidement nous amener à 2%. Si jamais ça continue d'accélérer, vous comprenez que, à minima, ça nous donnerait avril 2025, non, c'est une erreur, autant pour moi. Ici, oui, on a celle de mars, oui, le mois prochain. Le mois prochain pour éventuellement être au 2% si on continue avec cette accélération. Vous comprenez qu'on était à 2,80 ce mois-ci, on a fait 2,80 ce mois-ci, moins 0,3 sur le mois, d'accord, ici, si jamais on va aux objectifs hein, de la fête de Cleveland, bien sûr, et bien derrière, si on continue à moins 0,3 par mois, on serait assez rapidement au à peu près 2,2, puis le mois suivant peut-être potentiellement plutôt au 1er mai, dans 2 mois, 2%. Est-ce que c'est possible? Ouais, dans un contexte avec en plus cette idée des tarifs qui, certes, vont rentrer en vigueur au mois de... Enfin, bientôt, là, demain, en fait. Il y aura un certain lag avant que l'augmentation des droits de douane se répercute sur les prix, etc., etc. Donc c'est pas mal parce qu'on a un marché qui price une récession et qui price aussi la réaugmentation d'une inflation, donc beaucoup de peur sur le marché qui peut nous aider finalement à diminuer la demande de facto parce qu'on diminue la confiance, d'accord. Ça c'était pour la grosse photo, on va dire. On va désormais aller voir un petit peu ce qu'il en est, donc je vais vous montrer du coup ce qui se passe du côté de Trueflation. Trueflation, on a une très très belle diminution sur le mois de mars. Février avait énormément diminué sur Trueflation et sur le mois de mars, vous voyez ici mars 1er 2025, on commence à 1,51. Alors il y a évidemment entre le 1er mars et entre le 28 février et le 1er mars une énorme diminution que je pense on ne peut que inclure dans mars, hein, parce que probablement vous le voyez, et souvent les premiers du mois ça fait cette chose-là, c'est que en fait en fonction des earnings, en fonction de tas de choses, etc., les prix en ligne sont finalement remis un petit peu vous avez des soldes, vous avez toutes ces choses-là, et ils sont remis dans une forme de les soldes de printemps, etc. Ils sont remis en ligne d'une manière plus basse, hein, parfois.
En tout cas, on ne peut attribuer, je pense, que à mars, puisqu'on ne l'a pas vraiment eu en février. Ce mouvement-là, en février, on a eu un joli mouvement, et c'était plutôt celui-ci, en fait. Donc théoriquement, bon, ça irait plutôt dans le sens éventuellement d'aller voir effectivement du côté des 2,5% au lieu de 2,8 actuellement. Ensuite, on a une réaugmentation courant mars ici à 1,71 jusqu'à la fin mars où on finit à 1,79. Donc, on a cette diminution du 28 au 1er qui est très abrupte. C'était aussi le cas, hein, ici, vous le voyez, fin de mois, 31 janvier, 1er mars, où, ben, je vous le dis, au 1er, les prix se remettent parfois, entre guillemets, à niveau. C'était la même chose de ce côté-là, et là, on voit qu'il y a quand même une diminution, quoi qu'il en soit, et on l'attribuerait plutôt au courant du mois de mars. Donc bah, finalement, on entame le mois autour des 2,17 et on termine le mois autour des 1,76, moins 0,6. Ça irait plutôt dans cette idée du moins 0,3 minima sur le headline CPI qu'on a pu voir. On voit aussi une trend très propre ici, hein, très, très à la diminution depuis décembre 2024, l'élection de Donald Trump. Ça, c'est Trueflation. Trueflation, c'est 10 millions de prix récupérés en ligne par, c'est pas une IA, mais par voilà, une API sur Amazon et compagnie, etc. Et du coup, c'est les prix des mêmes choses et on voit leur évolution dans le temps. Ça, c'est ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus. Vous le voyez ici, mars 2025, inflation en year over year. Alors, là où c'est intéressant, sur le corps, c'est qu'on aurait moins 0,3 en months over months, ce qui est correct, hein, d'accord. On aurait 0,3 pardon en months over months, ce qui est correct. Vous comprenez que sur l'année, ça vous donne une inflation à 10, de 6, 3%, d'accord. C'est correct, mais pas ouf non plus. Et puis, en year over year, on serait à 2,47, puisque il faut comprendre que le CPI year over year, comment il fonctionne. Eh bien, vous avez 12 months over months glissants qui sont additionnés. Et donc là, visiblement, on efface quelque chose en N-12 au mois qui était assez important. Donc du coup c'est comme ça qu'on peut avoir aussi ce moins 0,3 sur le mois. Et encore CPI, je l'ai expliqué tout à l'heure, à peu près 3%. Ici, j'ai arrondi sur, quand on a fait nos prévisions. Ça a été update hier. Voilà, globalement, c'est update à peu près tous les jours hein, sur cet indice-là. Pour le moment, il a bien fonctionné, en tout cas, je trouve. C'est d'ailleurs peut-être en partie ce qui sert à ceux qui font le consensus de faire le consensus. Et pour le moment, je ne pense pas qu'on ait de consensus sur le CPI qui se tiendra le 10 avril. Non, c'est pas sorti, vous le voyez. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un petit temps d'avance, bien sûr. Ouh, on aura le Jobless Claims. Ah non, ça va, c'est un jeudi. Ouais, ok, non, j'ai cru que c'était qu'on avait un rapport sur l'emploi. Le rapport sur l'emploi, vous l'aurez bien sûr cette semaine, si je ne m'abuse, mercredi, donc demain, hein, c'est ça, rapport. Non, demain c'est l'AF. Demain, c'est l'AFP et le NFP. C'est pas AFP d'ailleurs, attendez. ADP. ADP, donc sondage, le ADP sur. Ça, c'est pour demain. Donc, ça pourra nous donner la tendance de ce qui va se passer au niveau du job report de vendredi. Et là, on aura le taux de chômage du mois de mars, effectivement. Donc, deux composantes importantes. Pourquoi ? Parce que 2%, c'est le mandat de la Fed d'aller à 2%, et rester au plein emploi, c'est le mandat de la Fed aussi. Le mandat de la Fed, c'est quoi ? C'est tout simplement de dire, moi, je joue avec les taux de manière à ce qu'on ait un plein emploi et une stabilité des prix. Ok ? On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'autre mission pour la Fed. Il n'y a pas de relance de l'économie à faire ou quoi que ce soit. Entre guillemets, la croissance, elle s'en branle un petit peu. Entre guillemets, enfin voilà, son mandat, c'est vraiment juste garder les prix stables en ayant un plein emploi. Et avec ça, j'ai un curseur, j'envoie du taux, je baisse du taux. Et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à comprendre. Avec le QE, etc., il y a plus de choses qui sont bien sûr intrinsèques par rapport au marché financier, mais on va dire que c'est un deuxième effet qui se coule. Hein. Les marchés financiers sont dopés à la liquidité, mais c'est pas du tout le mandat de Powell que de doper les marchés financiers ou quoi que ce soit. On a fait Trueflation. On peut rapidement regarder si le moins 0,5 au niveau de la diminution des matières premières est cohérent grâce à cet indice des liquidités. Alors là, on l'a en monthly. Vous voyez qu'en mars, on a plutôt des commodités qui ont plutôt augmenté hein, en ce qui concerne ici cet indice de Goldman Sachs qui est pour les communautés. On va regarder si il a augmenté que sur la fin du mois ou pas. Hein, s'il a passé son mois en bas et qu'il a augmenté sur la dernière semaine, vous comprenez que c'est moins puissant. J'espère que vous me suivez hein, dans l'idée, mais voilà, globalement, mars ici, ouais, 1, 2, 3, 4.
il a baissé début de mois, la première semaine, ensuite il est resté plutôt en bas, et les 2 dernières semaines il est monté, donc on pourrait imaginer que c'est plutôt une médiane en fait, quand c'est lissé au day par day, on va dire ça comme ça. Derrière, on regarde le gasoline aussi, assez souvent, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, pour le coup, au mois de mars, légère augmentation également, diminution la première semaine, réaugmentation la deuxième, donc on reste au même endroit finalement. Et sur les 2 dernières semaines, très légère augmentation. Donc j'ai une petite incohérence sur le moins 0,5 en ce qui concerne l'inflation de tout ce qui est offre. On a le blé qui a diminué, peut-être rapport à l'Ukraine, hein, où on voit quand même des choses qui sont en train de se... Le blé va baisser, hein, puisque les tensions en Ukraine, a priori, vont baisser. Et indice très important, le cuivre. Le cuivre, là, pour le coup, on a augmenté. Donc j'ai une petite incohérence quand même sur ce que me dit la Fed de Cleveland rapport à ce moins 0,5 en commodities. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc on va voir pour le gaz aussi. Ouais, c'est pareil, gaz, ça a stagné. Grosso modo, j'aurais peut-être tendance à retourner sur le consensus qui était celui de Cleveland, qui est là, un petit peu, hop, et à mettre un peu moins ici. Donc du coup, à réaugmenter, parce que je trouve que 3, c'est cohérent. Alors, soit on fait 2,9 au niveau du core CPI, et là, pour le coup, on fait moins 0,4 au niveau de... Mais ici, j'aurais plutôt tendance à mettre un moins 0,3, moi. Voilà, un peu au pif, hein, mais c'est de dire, tiens, j'ai pas l'impression qu'on est autant diminué que le mois d'avant, qui était à moins 0,3. Alors, on efface des choses peut-être importantes aussi, hein, vous le comprenez ici. Comment dire que c'est en... Là, pour le coup, c'est en annuel. Également, si on va à N-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on efface un 0,3. Vous voyez qu'on n'est plus là-dedans. Et ça, c'est bien. Ici, vous comprenez que on efface des mois où il y avait des diminutions importantes. Donc, du coup, c'est plus difficile de diminuer plus. Hein, d'accord? Il faut bien prendre les choses dans le bon sens. Donc j'aurais plutôt tendance ici à dire moins 0,3 et du coup à réaugmenter de 0,2 ici, sous-entendu 2,7. D'accord, c'est pas génial ça, hein. Pour le coup c'est pas super pour nous. On va y arriver. Ça vient coller. Ok, hop, 2,7. Est-ce qu'on peut avoir moins encore au niveau... donc ici vous le comprenez, 2, pardon, 3, oui c'est ça, 3 moins 0,3, 2,7. Est-ce qu'on peut avoir, et je ne sais pas pourquoi ici, j'ai déjà le chiffre qui est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il avait peut-être pas, c'est curieux qu'il n'ait pas pris mon... Pourquoi il a déjà sorti le chiffre ici? Il a peut-être pas pris ce que j'avais mis tout à l'heure, je ne sais pas. Si, il a dû le prendre. Si, c'est curieux qu'on soit là. Ah, peut-être months. Voilà, on y est, d'accord, ok, c'est parce que ça s'était décalé. Damon, bon, ok, je mets en pause, je nettoie tout ça. Ok, donc au vu quand même de la baisse importante sur Trueflation, vous voyez que le mois précédent, ça nous avait donné un moins 0,3. Et ici, vous étiez à 2,7 pour finir à 2,26, ça fait moins 0,5. Ça donnait moins 0,3. Ici, on passe de 2,26 à 1,76. Ce qui fait, pour moi, en months over months aussi, bah, la même chose, moins 0,3. Donc j'ai réajusté ici à 2,9 pour le headline, ce qui nous donne en tout 2,9 moins 0,3 égale 2,6%. D'accord? Donc j'ai réaugmenté très légèrement les objectifs de la Fed. Donc du coup, vous voyez que la tendance pour moi, hein, en tout cas dans mes prévisions, elle est plutôt comme ceci, c'est-à-dire linéaire par rapport à ce qu'on a fait. Et ça nous emmènerait plutôt à une inflation qui se termine, entre guillemets, enfin qui termine à 2% au mois de juin 2025, donc 1er juillet. Hein, vous avez toujours un mois de décalage, on a les datas du mois précédent, le mois d'après. Désolé, c'est parfois un peu complexe, mais bon, du coup, c'est bien aussi de pas trop vulgariser, en tout cas, je trouve, pour comprendre un peu tous les mécanismes qui sont afférents. Si je vous fais un truc tout con, vous pourrez pas le faire pour vous-même. Et le but, c'est quand même qu'à un moment donné, excusez-moi, hein, mais c'est vrai, que vous arrêtiez de regarder ma chaîne pour avoir ce genre d'infos. Moi, je vous file le tips, comment on calcule, et après, vous faites votre propre idée. Hein, d'accord, c'est le concept. Ici, moi, ce que je fais, c'est la chaîne que j'aurais aimé entendre. Donc, qu'au bout d'un moment, j'aurais arrêté d'écouter quand je considère, entre guillemets, que j'ai les armes et les choses pour y aller. Donc, entre guillemets, si vous sentez que vous avez
plus besoin qu'on vous tienne la main, entre guillemets, pour aller faire ce type d'analyse, bah faites-les tout seul, d'accord? Et puis vous passez. Éventuellement, vous venez mettre un commentaire comme ça, pour faire le bisou en passant, de temps en temps, ou quand vous avez un doute. Mais en soi, ne laissez pas les autres décider pour vous de vos analyses, c'est pas l'idée, hein. On n'est pas dans ce contexte-là, donc allez-y. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, éventuellement activer la cloche des notifications. Utilisez tous les liens de la chaîne. Si jamais, j'ai vu il y a pas longtemps qu'on m'avait dit putain c'était super bien senti ta prise de profit, ce machin, ce truc, je vais répondre à tous les commentaires bientôt. Du coup, si vous faites des jolies choses grâce à la routine quotidienne, n'hésitez pas un peu à le rendre à la chaîne en allant utiliser bien sûr les liens d'affiliation, ce genre de choses. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant eu des problèmes à la naissance de malformations cardiaques en fait. Ils ne sont pas opérables dans leur pays parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour le faire. Donc du coup, Mécénat Chirurgie Cardiaque les fait venir en France. C'est des enfants qui n'ont rien décidé, qui n'ont pas choisi d'être entre guillemets, je dirais même pas malades parce que c'est pas le mot, qui n'ont pas choisi d'avoir un problème comme ça dès la naissance. Et je pense que c'est une bonne chose que de les aider directement. On en opère un par an grâce à l'argent de CryptoSignal. Donc du coup, n'hésitez pas à taper dedans au niveau des affiliations, etc. Vous avez rien à donner, vous avez juste à trader avec les liens d'affiliation de la chaîne et tout cela est reversé. On va sur la partie technique. Donc ici, on a fait notre vision. Pour nous, le CPI sera certes baissier. Par contre, attention. Si le consensus nous sort un CPI qui est égal à celui de la Fed de Cleveland, ça sera un contexte baissier. Donc quand je dis le CPI sera peut-être baissier, c'est l'inflation qui va baisser, donc c'est plutôt haussier. Mais en revanche, si le CPI est au-dessus du consensus, vous comprenez que c'est un événement qui est baissier. Donc attention à ça, dans 10 jours, on peut avoir éventuellement une correction du marché suite à un CPI qui est plus important que ce qui devrait être dans les prix, puisque le consensus va être publié. Maintenant, le consensus, je pense qu'il va sortir à peu près dans 5-6 jours. En général, il sort 4-5 jours avant. Donc on sera attentif au consensus parce que peut-être que le consensus est à 3%, il est peut-être au-dessus de ce qu'on dit, on ne sait pas. Le consensus ne se base pas toujours sur la Fed de Cleveland, bien sûr. Ici, on se rappelle de l'analyse d'hier où on avait dit il y a des cassures de distribution qui sont en train de se faire, c'est plutôt propre, donc on verrait bien le prix retourner à minima sur la zone des 85 473. Pour le moment, on a cette figure de retournement en épaule tête épaule inversée ici qui est propre, qui n'a pas encore cassé, mais qui malheureusement est en montée, d'accord? Une épaule tête épaule comme ça inversée en montée, elle a quoi comme problème? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais c'est relativement flagrant qu'une épaule tête épaule en descente est bien mieux, ou qu'une épaule tête épaule à plat est également bien mieux. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que une épaule tête épaule en montée, malheureusement, elle vient chercher ses shorts, d'accord? Ici on avait des stop shorters et des points de liquidation shorters, et malheureusement elle est un peu moins sympa quand elle est en montée, alors là je l'ai mal faite, mais que quand elle est comme ça, ou comme ça. Le top c'est comme ça, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est une figure de retournement, hein. En plus elle est en bas, donc elle est vraiment en correction, elle est propre, il n'y a pas de souci. Si on la casse, ça peut accélérer. Maintenant, vous n'aurez pas la même accélération que si vous la cassez comme ceci. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, elle était à plat et que ce qu'on l'a pas vu et que, en fait, ça c'est une mèche mais on l'oublie? Non, parce que là, cette mèche-là, elle a liquidé du monde qui était là, donc d'accord, il faut être honnête intellectuellement, hein, parfois, et faites gaffe à ces histoires de gars, enfin moi c'est mon avis en tout cas, hein, de gars qui ne comptent pas les mèches ou qui disent non mais dans cette UT, etc. Moi je regarde pas les mèches. Si le prix est allé à un endroit, il y est allé pour une raison, encore plus sur Bitcoin, hein, où on est quand même sur un asset de liquidation et de liquidité, c'est-à-dire que vous soyez pas dupes, quoi, d'accord? Grosso modo, on la voit plutôt bien en 1 heure ici, elle est propre, hein. Si elle casse et qu'on accélère, on accélérera plutôt sur ce qui s'est passé avant. Vous m'auriez dit, épaule tête épaule inversée en correction, c'est-à-dire j'en rentre par le haut, et là je fais mon épaule tête épaule inversée, mais en correction et en venant chercher quelque chose qui est pentu comme ça, exactement comme ça. Là, je vous aurais dit, ça pue un peu le truc quand même. C'est pas joli. Sincèrement, c'est pas joli. Parce que j'accumule du long ici et parce que je viens chercher mes shorts en haute structure. Ici, on a quand même un petit truc dans le passé à venir chercher, d'accord? Donc, c'est pour ça que je parle souvent de épaule
épaule, tête, épaule inversée en correction ou en figure de creux, d'accord, en figure de bottom ou en correction ne sont pas les mêmes choses. Hein. C'est du vocabulaire qu'il est important de calculer parce qu'il y a une nuance hein, entre les deux. C'est pas la même chose. Ici, j'ai un passé frais, j'ai de la liquidité fraîche qu'on pourrait éventuellement... Donc ça limite ce côté de dire « Ah mais putain, elle est pentue, elle est en montée cette épaule, tête, épaule, c'est pas génial. » Et ben ça enlève un petit peu de ce côté pourrave dans l'épaule, tête, épaule inversée que de l'avoir en figure de bottom plus qu'en correction, d'accord. On a fait, c'est encore une fois logique, mais des fois, il faut quand même en parler. Donc voilà, ici, la target, elle est simple, c'est une balançoire, hein, comme d'habitude, sur une épaule, tête, épaule inversée. C'est-à-dire, je prends l'entièreté de la figure jusqu'à la ligne de coup, que je reporte éventuellement au point de cassure. Ici, ça nous donne une jolie convergence avec pas mal de choses. Si on y va en ligne droite, hein, c'est-à-dire si on y va maintenant, la trend de distribution qui est là, du coup, nous, on vise plutôt ce point pivot-là. Hein, mais ici, sur la figure 86 500, en gros, ce petit niveau qui pourrait rejeter éventuellement. Alors, pour le coup, là, ça nous parle d'une grosse déviation dedans. Moi, je verrais plus ce niveau-là, ici, frontside, refusé, mais la target est cohérente avec le fait de rentrer très légèrement backside là-dedans, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez que c'est rapide. Ici, c'est rapide aussi. Donc, le volume, il est où? Il est là-dedans. Ok, dans ce petit truc. On parle de le pic qui est au-dessus. Chaque pic est censé protéger le pic suivant. C'est une manière un petit peu bonne nuit les petits, hein, un petit peu marchand de sable pour expliquer simplement le concept de structure. Et le concept également de là j'ai du monde qui a shorté, ils ont gagné, donc ils vont essayer de se protéger juste en dessous, ils vont essayer de protéger leur liquidation. Si on n'y va pas, on va backside, et si on va pas backside, on prend la liquidité au-dessus et là ça craque, c'est une perte. On vient chercher la liquidité au-delà de 88,2, ce qui est tout à fait possible. Si on vient chercher la liquidité au-dessus de 88,2, etc., enfin si on fait ce mouvement d'aller au-delà de tout ça, ce qui n'est pas encore du tout acté, hein, vous comprenez que je vous parle de ça, là on est en bas, hein. Et on reste sur un fond de tendance qui est tout à fait baissier là-dessus, d'accord. Pour le moment, moi je considère qu'on a fait un plus bas, ici, vous voyez, on fait un plus bas qui est plus bas, donc du coup je considère que ça c'est un creux majeur, moi je fais toujours comme ça. Par contre, entre les deux... oui, alors comment expliquer ça? Entre les deux, ici, j'ai pas fait un plus bas. Ici, d'accord? Donc je considère ceci comme certes un creux majeur, mais je ne pourrais considérer, étant donné que j'ai pas un plus bas ici, plus bas, je le considère comme un creux majeur, mais plutôt dans le lutter inférieur. Je suis obligé, en fait, en soi. Pour le moment, le vrai retournement structure weekly, malheureusement, n'aura lieu qu'à 96, hein, d'une certaine manière. La vraie, d'accord? Par contre, il y aura quand même un break de la structure ici, mais que je ne considère pas, moi, comme étant majeur. Donc cette idée, vous le comprenez du coup, alors oui, il y a cassure de trend, hein, et ça serait une très très bonne nouvelle si on arrivait enfin à péter cette trend, là, celle-là, là, qui nous emmerde depuis un bon moment maintenant. Mais si on casse ce point-là ici, on casse certes la trend, je suis d'accord avec vous, c'est un très très beau signal qu'on peut aller beaucoup plus haut. Mais le vrai retournement de structure n'a lieu qu'à 96, ça c'est important. Et du coup, on en a déjà vu des trends cassés et puis refusés en fait sur la structure, d'accord. Ici, c'est-à-dire typiquement casser la trend, accélérer un petit peu parce qu'on prendra la liquidité au-dessus de ça, ok. Casser la trend et venir refuser sur, vous voyez qu'il y a un joli niveau par exemple ici, admettons 90. Venir refuser sur 90 et en fait finalement après ça paraîtra totalement logique que la structure nous ait donné quoi, un retest finalement du biseau qui est là, d'accord, une prise finalement certes de la structure ici mais pas nécessairement un énorme W et ou retournement, juste simplement en fait finalement une A, une B en 3 et une C, ok. Ce que je veux dire par là, c'est attention. Alors, les cassures de distrib sont magnifiques, il n'y a pas de problème. Casser une distrib, c'est quelque chose de très joli. Et c'est vraiment un signal qu'on s'apprête à venir attaquer la structure. D'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Si on casse la structure, il y a des bonnes chances qu'on vienne prendre la boîte de liquidité, qu'on attaque la structure, qu'on fasse un énorme W, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, contexte,
regarde la structure quand même comme elle est, hein, et qu'elle est plutôt en descente, je veux dire, à un moment donné, il faudra faire attention à cette cassure de structure, mais que ça soit pas en fait un bull trap finalement. Et un retest de ce biseau. Et ce biseau, pour le moment, moi je trouve qu'il n'a pas donné encore le 80 300, il n'a pas donné non plus le 77, hein, qui sont potentiellement les deux targets. Alors certes, on n'était pas loin, et certes, on peut compter, parce que quand je dis biseau, souvent je dis bas de vague 2, on peut compter la vague 2 comme trouvant sa source ici, auquel cas, le biseau a plus ou moins fait son boulot, hein, quand il a été perdu, il est plus ou moins allé là où il devait être. Maintenant, voilà, encore une fois, attention à ce genre de choses qui serait quand même assez logique. Pour moi, en ce qui me concerne, je vais aller chercher le point pivot qui est là. Sur le trade dans lequel je suis déjà. Le trade dans lequel je suis déjà est un runner, donc je ne vais pas prendre grand chose là ici en profit, tout simplement parce que ce trade est déjà dérisqué, il est déjà en profit très largement, c'est un runner que je laisse tourner, c'est finalement un runner que je laisse respirer, hein. On était rentré ici au 79,6, on a pris des profits sur la montée, et puis derrière, il y avait une zone logique ici aussi, où on n'avait pas prévu nécessairement de prendre des profits, parce qu'on en avait pris un tout petit peu avant, et où en fait finalement, on s'est fait peur sur le côté très larvé de cette montée, hein. Quand on est rentré ici, on ne savait pas de quoi aurait l'air la structure, et la montée était très larvée, c'était pas joli à voir. Donc du coup, on a dit, avant qu'on perde la trend, autant venir prendre des profits là-dessus aussi. Et on l'a fait sur Ethereum également. Et sur Ethereum, quand on va voir un petit peu l'idée, alors il y a un léger recoupement haussier qui est intéressant. Il y a une cassure de trend aussi sur EtherBTC. On est là en structure 1 heure, donc c'est correct. Voilà, avec pareil, hein, un petit peu ce genre d'épaule, tête-épaule ici en figure de bottom. Attention à cette zone-là, je dirais, mais pour le moment, voilà, ça casse un peu sa traîne. Peut-être que Ether va prendre un peu d'air. Ether, c'est pas tellement. Ether, c'est même pas qu'il a pris de l'air là, c'est qu'il a pris une dépression des enfers. Dépression. Pas en termes bipolaires, hein, mais plutôt dépression en termes trou d'air. Et pour le coup, vous le voyez, cette structure sur EtherBTC, on a cassé certes une toute petite trade, mais on n'a pas cassé celle-là. D'accord. Donc pareil, dans l'idée, alors c'est très agressif la manière qu'il a de distribuer, mais déjà, s'il nous fait ça, EtherBTC, un retour au 0,24, pour le moment, ça serait plutôt... Je parle ici de cette cassure de trend, ce qu'elle peut éventuellement nous donner, c'est ça, à savoir continuation de la structure baissière sur le fond. Ok. Le retournement de structure, on sera dedans, mais avec un runner, si jamais on doit y aller. Ok. Donc ça, c'est important. On a une position sur Ethereum également, qui fonctionne plutôt pas mal. Et là, pour le coup, je trouve que là, pour le coup, la structure de retournement sur Ether, elle est cassée et validée, puisque effectivement, elle est à plat, hein, cette épaule tête épaule inversée, et qu'elle est plutôt jolie. Target 1929. Il y aura peut-être un retest de la ligne de coup, donc un retour au 1840, ce qui serait peut-être une entrée un peu correcte intraday, on va dire, d'attendre qu'il y ait ce recoupement, et s'il arrive, tant mieux, s'il n'arrive pas, tant pis. En tout cas, on casse ce niveau, je dirais, en 1 heure ici, puisque vous voyez qu'on a ouvert au-dessus, on a fait quelque chose au-dessus, et on casse aussi la trend la plus agressive de toutes, celle-ci. Donc voilà, dire qu'Ether va aller à 1981, et là j'ai rajouté, attention ici, parce que c'est pareil, il y a une belle imbalance, ce que je vous ai montré tout à l'heure, un pic qui est censé protéger, entre guillemets, la structure, hein, le pic suivant. Ce pic-là également, frontside, une résistance par le passé, un support par le passé, pardon, qui pourrait se transformer en inversion de polarité / résistance. Donc je dirais qu'à 1984, il faudra faire attention. Voilà. Le plus logique à ce stade, je dirais que sur Ethereum, en tout cas quand on regarde un peu la structure dans des petites UT comme ça, hein, on pourrait même aller en 15 minutes pour voir un peu plus clair. Je dirais que le plus logique à ce stade, ça serait de temporiser un peu si on y va, hein, encore une fois, à peu près à la target là ici. Temporiser un peu, ressourcer peut-être même un peu plus bas hein, que ça, c'est-à-dire ressourcer peut-être là faire le retest, d'accord, et là reprendre. Et là vous aurez une épaule, tête-épaule plus importante si on arrive à reprendre 1919, qui vous emmènera sans trop de problème à 1984, sur lequel il faudra faire attention. C'est-à-dire que sur cette épaule, tête-épaule là, je parle de celle-là, si elle arrive, hein, encore une fois, on est en train ici de dessiner des trucs qui sont pas du tout... Donc qui nous ramèneraient hein, finalement autour des 2100, là où il y a beaucoup de liquidités. Hein.
Euh, Si on le décale un petit peu dans le temps, vous voyez que ça peut être juste un retest du flag, hein. On a parlé du retest du biseau sur BTC, ce flag-là, c'est pareil, c'est pas insultant de dire qu'il va y avoir retest, par exemple par ici à 2100. Voilà, et je garde le attention ici précédent, c'est les deux niveaux pour moi sur lesquels il va faire attention, et ça c'est plus ou moins ma target principale sur ce trade sur Ethereum, d'accord? Donc ici petit TP, ici petit TP, si on réintègre un peu le flag ici, c'est quand même plutôt bien, bien sûr, si jamais on y va que autour du... Alors j'ai pas la temporalité là, mais ça doit faire un peu tard, pardon. 10 avril, ouais. Oui, 10 avril à 2170, je dis pourquoi pas. On est le premier. Juste avant le CPI, par exemple. Voilà. On va pas trop ici rentrer dans les délires de temporalité et dessiner des figures avant qu'elles n'arrivent, hein. Pour le moment, vous voyez que ici c'est très capillotracté, mais moi j'aime bien essayer d'assembler un peu les plots avant de. Vous comprenez ici, théoriquement, il y aura une forme de. Pardon, il y aura une forme de réponse là, puisque c'est un niveau. On peut passer dedans aussi comme papa dans maman, mais voilà, jusqu'où elle peut aller cette réponse, bah, peut-être au retest justement. Vous voyez qu'ici, l'idée c'est de dire, bah, au moins si je vois ça, je serais pas trop surpris par le prix, hein, en fait. D'accord. Et comment le prix peut se comporter pour aller jusqu'à ma target, et à quels endroits aussi également. Vous voyez qu'ici, pour le coup, je ne l'avais pas forcément identifié nécessairement avant, mais ici, il y a peut-être un attention à mettre pour les plus prudents. Peut-être qu'à 1912, il y aura déjà un petit TP à prendre, 1980, 2000 et 2170. Et après, runner, mais alors pour le coup, c'est un reliquat de reliquat de reliquat, pour aller chercher, bah, je dirais qu'il y a pas mal de liquidités à 3005 sur Ethereum déjà. Donc voilà, 2005, j'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup de chiffres ronds, il y a de la liquidité sur Ethereum en ce moment, c'est peut-être une... Mais en gros, 2500, 3000, 3500 sont des big, round, fat numbers sur lesquels il y a de la liquidité actuellement. 31 minutes déjà sur l'analyse technique plus l'analyse de l'inflation, on va regarder les news. Alors, j'ai surtout retweeté les afflux. Sur Bitcoin, on est à moins 60 millions sur la journée d'hier. Sortie, mais pas incroyable sortie. Et plus 6 millions sur Ethereum. Tether qui a fait l'acquisition de 9000 Bitcoin, hein, après MicroStrategy qui a fait 23 000 hier. Tether qui fait 9000. Comprendre que Tether a quand même 100 000 Bitcoin, ça y est. Donc, belle réserve. On peut se poser la question... Alors, chacun fait sa sauce, hein, d'accord. Euh, pour moi, l'USDC est bien plus... D'ailleurs, je tends de plus en plus à trader sur des paires USDC et à laisser un peu de Tether de côté. J'ai un peu des deux pour quand même avoir... mais globalement, Tether, c'est très bien qu'il fasse une réserve en Bitcoin. Tant que Bitcoin monte, hein, finalement, à partir d'un moment. Et tant que ça se fait avec leur profit. C'est-à-dire avec le pourcentage résiduel qu'ils arrivent à tirer. Parce que globalement, comment ça fonctionne un stablecoin qui fait de la thune? Un stablecoin, en fait, il va prendre votre oseille, il va vous donner du dollar papier à côté, et en fait, il va prendre votre vrai oseille, entre guillemets, et il va le faire bosser à, en ce moment, 4%. Donc en ce moment, c'est un super business. Tether est une entreprise qui gagne énormément d'argent. J'espère qu'ils font ces achats de BTC, donc c'est 8 et quelques milliards de dollars. Alors on avait regardé la trésor, et ça gagne, je crois, 2 milliards par trimestre en ce moment, Tether, donc... Peut-être que c'est leur trésor sur une année. Je ne pourrais pas dire de bêtises, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être un peu plus. Mais à une image, il me semble que c'est 2 milliards par trimestre. C'est pas 4. Donc si c'est 2 mois de profit qui ne payent pas leurs employés, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont une petite centaine Tether. Imaginez générer plusieurs milliards avec juste une centaine d'employés. Encore une fois, je vous le dis, c'est la belle affaire. Hein. Tether, c'est vraiment la belle affaire. Et de quoi je parlais? Oui, voilà, petit danger quand même à investir sur BTC si jamais il s'agit de votre thune, d'accord. À l'inverse, il y a pas Tether est un peu aux îles Vierges britanniques et il est beaucoup moins dans l'aspect régulé, hein, de l'USDC. Hein. D'ailleurs, Tether s'est refusé à être compliant avec tout ce qui est européen d'une certaine manière. Donc ça doit quand même vous mettre la puce à l'oreille. Donc je dis pas attention à Tether, je dis attention à Tether. Voilà, si vous avez vos thunes,
majoritairement exposés, je parle des stablecoins bien sûr, majoritairement exposés sur Tether, faites attention. 2140, c'est pas assez sur le compte X. N'hésitez pas à vous créer un compte X, même juste pour donner un abonnement en plus. Allez-y. Même si vous venez pas regarder, je veux que ce soit plus, je veux qu'on en ait plus. Il y a du gros contenu quand même sur Twitter. Je rebalance quand même pas mal de choses assez intéressantes. Enfin, je pense. J'espère. Ici, un des chefs d'Al-Qaïda qui serait visiblement un alcoolo qui joue du rock au Mali. Mali, très très bonne musique blues. Hein, si vous avez l'occasion, écoutez, il y a une compil qui s'appelle From Mali to Memphis, qui est en fait finalement petit aparté. Hein, mais ces gars-là au Mali entendaient les longues ondes des radios américaines et ils se sont mis à essayer de bidouiller des guitares, etc., etc. Et il y a toute une scène de blues touareg en fait au Mali qui est hyper intéressante. En France, c'est le groupe Tinariwen qui avait cartonné dans ce truc-là, mais il y a des tas de groupes qui sont vraiment excellents parce qu'il y a cette vibration du Sahara, hein, on sent vraiment le côté Touareg, et en même temps, on sent les amplis dans lesquels on a essayé d'aller chercher une distorsion en mettant des coups de tournevis dans le haut-parleur, les trucs un peu bidouillés et tout, etc. Il y a vraiment un super groove, donc n'hésitez pas. Petit aparté, hein, autant pour moi, mais voilà. On ne soutient pas hein, ce gars de Al-Qaïda, bien sûr, ici, voilà. Mais bon. Encore que. Encore que je suis pas du tout informé sur ce qui se passe très exactement au Mali et à quel point les intérêts des uns et des autres sont en jeu. Voilà, parfois il faut. Ah non, je peux pas dire ça, mais bon. Crypto traders, wait and see mode ahead of Trump's Liberation Day tarif. En fait, l'idée c'est plutôt où sont les terroristes hein alors, évidemment, s'il y a une résolution de l'ONU, je peux aller bombarder un pays. Ou voilà, si c'est décidé, je peux aller bombarder un pays entier. Où sont les terroristes, quoi Où s'arrête finalement Oui, les enfants, les femmes et les enfants, voilà. Mais pour le coup, je peux bombarder un pays dans lequel il y a des femmes et des enfants, quoi. Voilà, la guerre, c'est la guerre. Le terrorisme, c'est la guerre sans règles. Mais est-ce qu'il y a des règles dans la manière de faire la guerre des pays occidentaux? Je sais pas. Ouais. Passons à autre chose. Crypto, traders, wait and see. Bon, bah là, on l'a vu, jusqu'à demain, wait and see. C'est pas du tout le cas, mais bon. Les gens aiment bien dire wait and see quand ils savent pas trop. Bitcoin qui serait en route pour les 60 000 $ selon ce manager de crypto, de hedge fund de crypto. Avec une Fed restrictive, le département, les actions d'Elon Musk, le fait qu'on coupe des taux, les tarifs et les politiques d'immigration. Et là, Queen Timson, Capitals Queen Timson, qui est PDG visiblement de Laker Capitals, nous dit les gars, on va à 60 000 peut-être. Les privacy pools qui vont être lancés sur Ethereum avec Vitalik qui fait la démo de ce truc-là. C'est bien, c'est une très bonne chose. Encore une fois, pour moi, je pense qu'il y aura des backdoors, je pense qu'il y aura des choses comme ça. C'est très bien qu'on travaille là. En fait, le problème de la crypto, c'est que c'est pseudonyme, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis un nom sur une adresse, je peux retracer des tas de trucs qui en font pas nécessairement un moyen de paiement très pratique. Et donc du coup, les privacy pools et les mixeurs, toutes ces choses-là, sont une nécessité en crypto. Il va juste falloir qu'ils soient travaillés de manière régulée, mais il n'y aura pas d'explosion de la crypto s'il n'y a pas d'explosion de la privacy dans la crypto. Et il n'y aura pas d'explosion de la privacy dans la crypto s'il n'y a pas d'explosion des backdoors qui sont donnés au gouvernement pour effectivement, malheureusement, aller voir si on a un doute sur une adresse, etc. Comment on pourrait éventuellement tracer tout ça. Donc il faut pouvoir avoir des privacy, mais qui soient effectivement sur lesquels il y ait un bouton pour aller vérifier d'où viennent les choses. Malheureusement, tout cela est hackable, etc. Voilà, ça pose vraiment des tas de questions. Mais c'est mon avis, voilà. Après, je vous le donne. Bon, les tarifs, voilà. Bloomberg est peut-être plutôt dans le sens ici des tarifs, c'est rigolo.
les marchés européens qui ouvrent plutôt au rebond, hein. On l'a vu hier, les marchés européens qui étaient en berne par rapport aux tarifs, hein, et surtout en ce qui concerne les bagnoles, hein, on va dire surtout, ça va être surtout du Renault et du Volkswagen. Globalement, pour moi, c'est surtout la réponse aux tarifs qui est importante. C'est-à-dire, déjà, est-ce que les tarifs vont être effectivement mis en place et gardés pendant longtemps? Deux, la réponse, c'est plutôt une guerre du commerce ici. Ah bah t'as fait 40%, alors je vais faire 50, alors je vais faire ça, hein. Le temps après derrière que quand vous avez le prix d'une bagnole qui est multiplié par deux, bah, vous n'allez pas en acheter une. Donc forcément, au niveau consommation, ça décale des investissements. Donc voilà. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est comment tout ce qui ne va pas être dépensé pourrait éventuellement être investi. D'accord. Bon, voilà, ici, c'est un peu toujours le même narratif. Et on a parlé déjà du calendrier économique. On va sur la liquidité. La liquidité, c'est le truc le plus important en ce moment. Qu'est-ce qu'on a liquidé sur Bitcoin? Plutôt du short, vous le voyez, 239 millions, c'est correct. 150 millions en short, 100 millions en long. Donc on a pris un peu dans les deux sens, et 120 millions en tout, donc la moitié tout pile sur Bitcoin et Ethereum. XRP a plutôt liquidé du long avec 5 contre 5, donc c'est pareil en fait. Et globalement, vous avez une map qui reste mitigée sur les alts et très liquideuse de short sur Bitcoin et Ethereum, ce qui est normal puisque l'action de prix a été plutôt haussière. Des ordres ici à l'achat, on en a parlé hier, des ordres à la vente, globalement sur zone. On a liquidé ce point-là. Grosso modo, on garde ce 2 pixels là ici. Je trouve qu'il y a pas mal de liquidité à 81 000. Ici, ça va. On a beaucoup de liquidité à 80 000. Ici, ça va à l'inverse en revanche. Donc, on avait du short à prendre ici, qu'on est en train de prendre actuellement, bien sûr. Et puis, derrière diminution, latéralisation, slash. Ouais, on va dire que ça diminue quand même, donc on va le garder comme ça, et puis après ça va plutôt ensemble, sauf sur le haut. Donc j'ai le haut qui est ici très légèrement shorté, le sentiment est un petit peu shorter, ce qui est plutôt pas mal. Et par contre j'ai une belle boîte de liquidité juste en dessous de 81 dorénavant. Donc grosse boîte de liquidité au-delà de 88, grosse boîte de liquidité en dessous de 81, est-ce qu'on se dirigerait pas vers une prise de liquidité des deux niveaux? Question. Question. Ici, liquidation, on va quand même faire un refresh. Et on devait être sur Ethereum, je pense d'ailleurs. Hop. Liquidation BTC, on voit cette poche en dessous de 81 qui est pas non plus incroyablement énorme et on voit le prix qui pourrait peut-être se diriger à 88. Donc vous voyez que ça rejoint quand même pas mal ce qu'on dit là, peut-être une prise au niveau des deux. Monter par exemple jusqu'à la semaine, la fin de semaine, jusqu'à 88, la zone un peu cacadois qu'il y a là, et puis ensuite redégager et revenir prendre la liquidité fin de semaine. Ce que j'aime bien dans ce que je vois, c'est que on a assez peu été longué sur la montée qui est là. Enfin en tout cas c'est l'esprit. Vous voyez, de ce qu'on voit, je trouve, il manque de liquidité intermédiaire. Donc là, ça coûte moins cher d'aller pécho en haut que d'aller revendre, entre guillemets. Enfin, c'est pas moins cher, mais si, vous comprenez. Il faut pas trop qu'on latéralise par contre sur la zone des 84. Il faut que ça perce rapido. Et si ça perce rapido et que ça short squeeze rapido, tout ça, c'est direction à minima un rallye de soulagement jusqu'à 88. Pourquoi pas? On peut le voir un petit peu sur la liquidité. On voit ici, je vous l'avais dit, il y avait un petit peu de liquidité au-dessus de ce point-là. On voit très légèrement aussi un peu de liquidité au-delà. Ici, sur la montée, il y a un petit peu de longue et on voit une zone à prendre à 85 700. En tout cas, sur 6 jours glissants. Sur Ethereum, il a short squeezé un gros point là, donc attention, il a bien mangé à la cantine. Si on pousse encore, 1951 est dans le scope, et après cette zone des 2100. On est petit à petit en train de décaler la liquidité qui était à 2170, de la faire disparaître, hein, puisque encore une fois ici on regarde 7 jours glissants. Point de liquidité également, 1771 à 1745. Si vous avez des positions ici, ça vaut peut-être le coup de les défendre. Enfin, non, je peux pas dire ce genre de choses. Vous faites exactement comme vous voulez.
Moi, j'aime bien quand on a tout mangé sur la une semaine et qu'on se dirige dans l'autre sens. C'est des bons setups. Et également, ici, je vous montre juste cette notion de liquidité à 2170. Alors, elle est légèrement en dessous pour iBlock. Moi, je la vois plutôt à 2170. iBlock la voit plutôt à 2100. Et sur le 1 mois, vous voyez que, en toute proportion comprise, grosso modo, on va dire quand vous êtes en funding comme ça neutre, alors sur BTC, il est reparti légèrement positif, mais vous voyez que ça reste une zone neutre, 0,01. Et encore plus sur Ethereum, 0,01 pareil. Même chose sur Ethereum. Sur les deux, on est en zone neutre. Je dirais que regardez, déjà en arrière, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de traders de position. Hein. Regardez 3 mois en arrière, vous avez globalement tout le monde. Hein. Donc là, il faut comprendre que sur Ether, on est tellement descendu qu'il y a effectivement du pognon ici sous 1700 et quelques, mais bon, il y a énormément de pognon à venir chercher bien au-dessus. Et tout le reste, c'est que des reliquats de mecs qui, bien sûr, qui seront visibles sur la 2 ans. On n'a pas encore plus en arrière, mais il y a probablement des gens qui sont en position depuis 2 ans, il n'y a aucun problème avec ça. Ici, vous voyez que pour le coup, sur 2 ans, si on devait venir chercher tout le monde, tous les traders de position sur Ethereum, eh ben, ça serait 1005, hein, le point où il n'y en aura plus. Parce que derrière, on ne peut pas voir encore plus en arrière, hein, tout simplement. Sur BTC, même travail. Bon, là, on travaille là une semaine, etc. Si je regarde là 3 mois, globalement, je me dis, bon, où est-ce que sont les gens? D'une manière générale, bah là, vous avez du pognon à 100 000 et vous avez du pognon à 81. Ok. Donc sur la 3 mois, c'est assez visible, avec une belle poche de liquidité, 89. Donc sur les trades de position, bah, on a du monde qui short edge à 100 000, du monde qui short edge à 100 et à 90. 90, 100, 110, 107, 108, et puis 80. Donc voilà, la question ici, bah, c'est où est-ce qu'on va en premier, plus que où est-ce qu'on va. Et la question ici, c'est à quel moment Bitcoin il a suffisamment bouffé à la cantine ici? D'accord, là, il est venu chercher toute la liquidité globalement. Si je vous le mets sur un peu plus même, on va mettre 6 mois, c'est vachement plus cohérent, 6 mois. Mais globalement, voilà, vous voyez, il est venu chercher toute la liquidité finalement de son range qui était là, tout celui-là. Là, il y avait une belle boîte de liquidité, plutôt fraîche, on va dire, parce que 15 novembre 2024, c'est celle de l'élection, hein, globalement. Donc tous les traders de position de l'élection ont été sortis. Il reste une petite poche pour le coup à venir chercher à 71. Et puis derrière, pourquoi pas 66. Mais à ce moment-là, 66, vous irez chercher jusqu'en octobre 2024. Ce qui reste possible, parce qu'on voit ici qu'elle est jolie, elle est quasiment aussi péchue que celle-là. Globalement, je trouve que la clé en ce moment de où va BTC, bah, elle est globalement, et malheureusement c'est un peu triste à dire, mais elle est globalement de vous dire bah, quelque part entre 110 000 et 60 000. En tout cas, par rapport à l'aspect liquidité du truc, d'accord? Un petit peu facile, hein, mais voilà. Et globalement, quand je regarde la chart et que je fais la conclusion de cette vidéo, alors, il va falloir une accélération ici sur cette figure de retournement, sinon on va avoir du mal à la valider, d'accord? Et pour le moment, alors, j'ai un peu la target ici qui me gêne. Ouais, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas si ça a cassé ou pas. Ça pourrait éventuellement accélérer si on vient chercher au-dessus de cette correction-là. Pour le moment, il y a un niveau, hein, vous le comprenez ici sur cette TF. Même un niveau un peu daily. À pas trop venir chercher par là, enfin, je trouve. Donc voilà, on lui souhaite de faire sa figure de retournement et pourquoi pas de retourner faire un bisou à la trend qui est là. Pour le moment, ça serait ça mon scénario privilégié. Sachant qu'on a quand même, je trouve, hein, une zone pivot sur laquelle il faut faire gaffe, à peu près là-dedans. C'est la zone rouge que vous voyez ici, hein, celle que j'avais déjà. Pourquoi? Bah parce qu'auparavant, résistance. Ici, plus ou moins support. Ici, elle n'a pas forcément bien réagi. Elle nous a pas donné un truc incroyable. Elle nous a donné un petit truc par là, un petit truc par là. C'était pas méchant quand même. Mais il y a ce petit truc par là quand même. Donc voilà, est-ce que ça s'inverserait pas pour nous donner... En fait, globalement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous parlais de structure et du fait qu'on n'a pas fait un plus bas ici. Voilà, c'est A, B, C, par exemple, typiquement, hein, voilà, qui est possible, parce que derrière, de toute façon, ça m'amène plus bas, donc il n'y a pas de souci. Ou retournement, donc plutôt 1,
2, d'accord, et là plutôt 3, etc. Donc la recherche de liquidité. Pas forcément là qu'on va qu'on pourrait... En fait, il y a un joli support hein, finalement ici. Pour le moment, ça a bien tenu ce 1 heure là. D'accord. Venir en dessous, par contre, bah là, c'est la porte ouverte à 70, 73, etc. Donc la question ici, c'est est-ce que je suis dans le B de ça? Ce qui est assez probable. Hein. Ici, A, B, et c'est ce qu'on joue, hein, vous comprenez, ici, en venant jouer ce point pivot. A, B, C, ok. Liquidité prise ici, hop. On a pris ce qui se passait à 81, et là, on peut éventuellement repartir plus haut, ou éventuellement aller à 70. Pour le moment, on ne sait pas trop. Et donc ça, c'est un bon scénario privilégié aussi, de toute façon. Enfin, c'est le même, globalement, à peu près le même scénario. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun des deux qui est insultant. Et derrière, est-ce qu'on vient prendre ce top-là? C'est la question que j'ai posée en début de vidéo, quand je vous ai dit, est-ce que finalement, le creux mineur est pas là? Et est-ce que ce serait pas un joli bull trap que de venir retester un peu ce qui se passe au niveau des 93, par exemple, pour ces zones-là, d'accord? Et vous voyez un peu le volume profile. Alors, je sais pas si j'ai la totalité ici de ce qui s'est passé sur... Si, j'ai quand même la descente, d'accord? Et vous vous rappelez ici, on avait dit ça va peut-être rejeter à 96 parce que c'était le point de contrôle de toute la figure qui est ici. Est-ce qu'on retesterait à nouveau le point de contrôle ou est-ce qu'on reteste juste le node? C'est-à-dire que finalement, vous comprenez ici qu'on a rajouté du volume dans le node de volume contrôle ici. Donc 91, 92. Pour moi, c'est peut-être ça l'idée, la bonne idée, quoi. C'est de dire le prix se dirige finalement. Pardon. Le prix se dirige finalement dans des zones telles que celle-ci. Voilà, ici. Alors, j'ai pas la bonne UT là. 4 heures, peut-être du daily. Voilà, la résistance daily qui est ici. Daily, voilà. La résistance daily qui est là. Donc 90 globalement. On est peut-être légèrement au-dessus tout à l'heure. Voilà, ouais, si. Voilà. Est-ce qu'on serait pas en train de se diriger là? Et vous comprenez ici que j'insulte pas la structure en disant quoi? A, B, C. Ok. Pour finalement avoir un sommet majeur ici et ensuite une perte du top. D'accord? Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on refuse pas sur trend et qu'on altère la trend du coup. Donc on a une sorte de fausse cassure. Je trouve qu'il est très propre, hein, moi, cet élargissement. Donc de toute façon, il faudra quand même laisser le bon runner qui va bien pour aller à 130, si jamais on est dans ce scénario-là. Et où, voilà, en tout cas, voilà, dans ce scénario-là, le seul truc qui me gêne, c'est que ça nous ramène au-dessus de cette distrib. Et voilà. Donc il y a deux scénarios, entre guillemets, pour moi tout est haussier moyen terme, mais je peux me tromper, on peut ici tout simplement continuer ce qu'on a fait là, c'est-à-dire, d'accord, A, B, C, déjà fini en fait. Pour moi ça va un peu plus haut, mais c'est tout à fait possible. Premier scénario c'est ça, et pour le coup on va derrière chercher une C, A, B, C comme ça. Deuxième scénario c'est ça un peu plus haut, et on va chercher plus bas aussi. Ça c'est ce que je vous expliquais d'une A, B et C plus grande. Et troisième scénario, c'est un retournement littéralement, donc 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Mais je trouve que court terme, tout est un petit peu haussier quand même, sauf la journée de demain qui annonce des tarifs. Donc de la vol plutôt vers le bas. Donc on va voir comment, je pense qu'aujourd'hui, regardez bien comment ouvre Wall Street et faites l'inverse, c'est-à-dire que c'est con ce que je dis, hein. En plus c'est pas nécessairement vrai, mais souvent la première direction à Wall Street c'est pas la bonne, d'accord, hein, et en fin d'après-midi on a un retournement à mi-séance souvent à Wall Street, en tout cas ça arrive. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On est plutôt pas mal, moi je trouve. Voilà, on a été assez passif, c'est-à-dire on n'a pas fait des grosses entrées parce qu'on n'est pas sous la structure. C'est-à-dire que on a juste doublé sur Ethereum et sur BTC, on a laissé travailler. On n'a pas fait de grosses entrées parce qu'on n'est pas sous la structure ici, d'accord. Quand on sera sous la structure, on pourra faire des entrées plus conséquentes pour tout simplement rejouer à nouveau
le caractère haussier d'une tendance baissière. Ici, pour le moment, on a juste doublé sur Ether parce que je trouve qu'il est, au niveau liquidité, dans un sweet spot. Maintenant, voilà, on n'est pas très exposé. Je parle des trades derniers, les derniers trades un peu frais qu'on a fait. Mais c'est comme ça, on va voir ici comment ça se fout. Dans tous les cas, on a des trades qui sont déjà encore en cours depuis très longtemps, des runners qui tiennent et qui vont aller chercher de la perf. Si jamais on a cette perf-là, il y aura de la perf dans notre capital de trading, quoi qu'il arrive. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, est-ce que vous êtes un peu fan de tuning? Alors moi je suis pas fan de tuning, enfin je suis fan des trucs un peu sobres. C'est-à-dire je trouve une petite personnalisation d'une caisse bien faite, bien propre, où tu vois que c'est pas une caisse un peu comme tout le monde, mais que c'est très léger, c'est juste une perception de quelqu'un qui connaît un peu la voiture et qui dit tiens, il y a ces deux trois petits trucs qui sont un peu différents, j'aime bien. Et c'est ce que je suis en train de faire sur une BM que j'ai récupérée. Donc voilà, en fait, c'est c'est pas une vieille BM, c'est une BM de 2010. Donc oui, c'est une vieille BM. Les E60, je sais pas si vous voyez là, en l'occurrence c'est un V6 que j'ai récupéré. Plutôt péchu, etc. Super caisse. Et pour moi, en fait, à l'époque, j'avais du coup 25-30 ans, au moment où elles sont sorties, peut-être même 22-23 ans. Et c'était vraiment la caisse de rêve. C'est-à-dire, je trouvais que le dessin était chouette et tout. C'est un dessin qui a été la E60, c'est un dessin qui a été très décrié, hein, qui a été. Certains aiment vraiment pas. C'est avec les Angel Eyes. Il y avait vraiment un restyling de la part de BM à ce moment-là. Et moi, j'adorais. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et à l'époque, c'était l'époque de la M5 aussi en V10, hein, la E60 qui était incroyable, qui est juste la M5 la plus puissante, enfin en termes de, oui, pas la plus puissante, mais la plus incroyable qui ait jamais été produite. Et voilà, c'était pour moi une bagnole une bagnole de fou, quoi, la M5. Et donc du coup, je me suis pris un truc un peu dans cet esprit-là. Et je suis en train de la tuner un petit peu M5 du coup, mais vraiment de la remettre neuve de neuve, c'est-à-dire que ça va être la voiture, on dirait vraiment qu'elle sort du magasin, je fais refaire les jantes, machin, tout le body kit de carrosserie, etc. etc. Polylustrer, reprendre tous les petits trucs qui vont pas. Tout simplement parce que c'était une bagnole de rêve, moi, à l'époque, quand j'avais entre 22 et 25 ans, encore une fois, c'était la bagnole de mes rêves. Du coup, je pense que quand je l'aurai terminé, je vais faire une vraie M5, à mon avis, parce que je me suis régalé à le faire et que avoir une vraie M5, même si ça coûte un pognon monstre à l'entretien, bah, c'est en ce moment une super opportunité d'en acheter une, je trouve, hein, dans les prix où elles sont actuellement. Là, en l'occurrence, c'était l'occasion Zeldaron, puisque c'est globalement une caisse que j'ai eu pas cher et que ça me permet de me taper un délire en attendant. Mais globalement, je pense que pour le coup, une vraie M5, en ce moment, ça coûte 35-40 000 euros. C'est vraiment pas grand chose. Pour une voiture de week-end, c'est vraiment relativement génial. Et je pense que c'est pas quelque chose qui perdra de la valeur, même si c'est un gouffre, hein, à entretenir. Donc du coup, c'est pas un truc sur lequel vous allez gagner de l'argent à la fin. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Passez une très bonne journée. À bientôt.